Bien, on va peut-être démarrer, Jinsei. Allons-y. Allez, bien, bah bonjour à tous. Donc, Bonjour. je suis avec Jinsei, que vous voyez certainement. Bon, vous pouvez bien sûr chatter dans la case qui est à votre disposition, notamment pour poser des questions. Vous avez une case questions qui vous permet de poser des questions, notamment qu'on pourra répondre à la fin de ce webinaire euh, pour compléter vos connaissances. Alors, première étape, donc on va démarrer donc ce premier webinaire de l'année sur donc les perspectives et l'état des lieux donc du BIM en 2024 et les perspectives 2025. Alors, nous sommes deux à présenter ce webinaire. Donc, Jinsei qui est avec moi, que vous voyez certainement, et puis moi-même, Frédéric Fanière. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Je suis le responsable technique de l'entité RFSA, tant sur les produits que la technologie. Et donc, Jinsei, avec qui on travaille depuis, enfin, je travaille depuis très longtemps, donc responsable du pôle BIM. Alors, c'est très important chez nous. Et donc, ils peuvent se présenter également sur l'entité, quoi. Voilà. Enchanté pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein. Je m'appelle Jin Lee, Mm, sud-coréen, hein. mm. Depuis pas mal de temps que je suis dans des pays francophones et aujourd'hui je suis responsable des ingénieurs d'application que vous rencontrez certainement à travers des différentes prestations de services par rapport au BIM et par rapport à CAO. Voilà. Donc je gère tout ça. Voilà. En tout Mm. cas, Bien, donc aujourd'hui, donc on va présenter un peu les perspectives et l'état des lieux en 2024. Rapidement, RFSA, donc une société qui existe, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça m'étonnerait, mais qui existe depuis maintenant plus de 30 ans et qui œuvre dans je dirais, la technologie informatique des bureaux d'études, des cabinets d'archi du secteur du bâtiment, donc et qui a accompagné toute cette transformation euh, depuis 38 ans maintenant. À travers la France. Hein, donc, et aujourd'hui, on est sur cette optimisation, je dirais, et cette euh, amélioration d'intégration des outils BIM dans les entreprises pour que vous soyez toujours plus performants. Voilà. Donc, l'objectif, donc, c'est de faire une petite rétrospective BIM de 2024 et les perspectives que l'on voit nous en 2025. Alors, le webinaire, concrètement, c'est le fruit d'une analyse qui s'appuie sur deux parties. La première, pas trois, je dirais, notre expérience terrain, puisqu'on rencontre énormément d'entreprises, étant leader dans le monde de l'accompagnement et de la formation en France, hein, où on forme énormément de monde sur les outils. Euh, et puis, donc un sondage que nous avons fait auprès de 6000 participants, 6000, on va dire, personnes qui travaillent sur les projets, puisque depuis 10 ans, étant leader, notre portefeuille de contact sur les opérationnels, notamment les gens qui sont derrière les outils, hein, qui ont la tête dans le guidon est forte. Donc on vous a posé un certain nombre de questions, puisque je pense que parmi vous aujourd'hui, il y a beaucoup de ces gens-là sur comment ils avaient intégré cette partie BIM. Et puis, on va s'appuyer également sur un rapport qu'Autodesk a fait, qui est Design in Make 2024, d'accord, qui est une référence sectorielle, d'accord, sur les tendances et les innovations majeures dans le domaine de la modélisation des données du bâtiment. Alors, ce qu'on verra également, c'est le bilan des progrès techniques et stratégiques, d'accord, du BIM en 2024. La Jinsei va va travailler beaucoup là-dessus. Les défis, les obstacles que l'on retrouve et les recommandations qu'on pourrait vous faire pour améliorer la situation en 2024. Donc, préparez vos questions. Hein, vous avez une séance de questions-réponses à la fin. On essaiera d'y répondre le plus pertinemment possible. Alors, l'agenda, grosso modo, c'est introduction sur ce bilan 2024.
On va voir qu'il y a une partie importante dans tout ce que vous nous avez dit, et notamment au niveau des entreprises, c'est la maîtrise et la gestion des coûts, hein, les perspectives économiques faisant qu'il y a une transformation qui s'est faite depuis, on va dire, 2 ans et un peu plus en cette fin d'année 2024 et perspectives sur 2025. Ensuite, on fera une aparté sur la gestion des talents, parce que c'est important de conserver les forces vives dans les entreprises. La viabilité environnementale. On aura un gros chapitre également sur une forte attente, enfin des questionnements et des perspectives sur l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, mais surtout dans le bâtiment. Et puis, on terminera par les questions-réponses. Voilà. Alors concrètement, les 4 principales préoccupations des entreprises que nous allons voir là, c'est bon, d'abord on va regarder rapidement les résultats de l'enquête de RFSA auprès des 6000 participants, les perspectives des entreprises sur la transformation numérique et la synthèse et l'analyse sur 2024. Alors en 2024, le BIM à travers vos visions, puisque c'est vous qui avez répondu à ces questions, c'est pas nous qui avons répondu à ça, c'est vous, hein, c'est avant tout une priorité pour le développement du BIM, d'accord? Alors, on sait qu'aujourd'hui, une des principales préoccupations, donc c'est la formation, l'intégration des normes, hein, le fait de bien les comprendre et l'adoption donc par les donneurs d'ordre du BIM. Obstacle majeur dans l'intégration, bah, c'est à la fois une interopérabilité qui est toujours complexe hein, entre les produits et puis des formations qui sont toujours pas complètes auprès des différents acteurs. Bon, on verra aussi une partie sur l'état des lieux, ça a repris une partie sur l'état des lieux des jumeaux numériques, donc un certain nombre de chiffres, vous allez voir. Qu'est-ce qui est attendu de la part de ce jumeau numérique? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qu'on touche du doigt dans les entreprises ou pas? Ou est-ce que ce sont que des idées pour l'instant? Notion de durabilité. Donc là, est-ce que, puisqu'on en parle beaucoup de la durabilité, est-ce que vous, aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure dans les entreprises ou pas? Les technologies qui peuvent être associées à la conception du bâtiment, donc notamment les technologies telles que l'intelligence artificielle, notion d'automatisation également, hein, dans les questions que l'on avait, et l'importance donc des standards BIM, puisque étant sur des marchés de collaboration, dans lesquels on travaille en collaboration, il est important qu'on s'appuie sur des standards pour pouvoir échanger les informations. Les entreprises cherchent quand même, puisqu'on est sur le marché français, avec des allotissements de marché, avec des entreprises qui sont indépendantes, d'accord? Concrètement, on a besoin d'être beaucoup plus fort sur cette notion d'interopérabilité. Ça, on le ressent dans tous les questionnements. L'adoption du BIM, donc on va y revenir, elle est relativement forte, mais c'est normal auprès de notre public, puisque ce sont des gens qui sont passés entre nos mains, qui ont été formés et qui utilisent a priori quand même pas mal les outils. Et puis on verra ensuite les perspectives du BIM, d'accord? On verra qu'est-ce qu'on en attend dans les perspectives du BIM en temps réel, donc sur les avantages qui peuvent être perçus. Donc ça, on va le voir sur les différentes slides. Alors, si je reprends le niveau d'adoption du BIM, d'accord, auprès donc de vous, on s'aperçoit que dans l'entreprise aujourd'hui, ben, presque aux 2 tiers, on va dire à 65%, on travaille dans un BIM qui est collaboratif. C'est le résultat de la question principale, c'est comment vous évaluez la collaboration entre les parties prenantes dans vos projets BIM actuels. On est dans du niveau 2. Niveau 3, donc le BIM intégré, pas beaucoup, très peu, ce qui est logique, d'accord, dans le marché franco-français. On va le retrouver, ça, le niveau 3, soit auprès des très grosses structures sur les projets de conception, construction, les projets crème, d'accord, en exploitation maintenance, conception, réalisation en exploitation maintenance, on va le retrouver, mais peanuts, on va dire, puisque ces projets ne représentent quand même pas la totalité des projets en France. Le gros, c'est quand même le niveau 2 en collaboratif, c'est-à-dire chacun travaille sur des maquettes qu'on consolide, donc auprès dans un espace, qui est souvent un espace collaboratif. Donc ça, c'est important, et chacun est responsable de ses données. Ensuite, l'adoption du BIM dans l'entreprise, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est avancé? Est-ce qu'il est intermédiaire? Globalement, on s'aperçoit qu'il est aux 2 tiers relativement bon. D'accord? On est sur un niveau moyen avancé. Donc, ça veut dire que
Aujourd'hui, par rapport à il y a ne serait-ce quelques années, on s'aperçoit que les entreprises aujourd'hui sont plus fortes sur cette partie comment ça s'appelle, d'adoption du BIM dans l'entreprise. Est-ce qu'elles ont des équipes BIM spécifiques? De plus en plus, d'accord? Un tiers, ah oui, des référents BIM, des équipes qui sont spécialisées là-dessus. Deuxième tiers, il est en train d'intégrer tout ça, mais on s'aperçoit que par rapport à il y a quelques années, on a une vraie différence, c'est-à-dire que le BIM existe réellement dans les entreprises avec des gens qui se focalisent sur ces problématiques. Les obstacles, donc dans le résultat de notre enquête, les obstacles que l'on va retrouver sans la mise en œuvre du BIM, c'est essentiellement toujours lié d'ailleurs à la collaboration, une partie d'interopérabilité, toujours compliqué de travailler sur des produits qui peuvent être différents, quelles sont les données que je vais partager, qu'est-ce que je dois remettre, comment je les récupère, est-ce que mes systèmes de coordonnées sont corrects. C'est toujours des discussions qu'on a, un peu moins qu'auparavant, mais des discussions qui peuvent être complexes et qui nécessitent surtout une appréhension en amont donc de ces difficultés. On voit quand même qu'on échange beaucoup en IFC, mais que l'IFC n'est quand même pas maîtrisé par les entreprises. Ça, on le voit, on a posé une quarantaine de questions et on s'aperçoit que cette partie est encore souvent soumise à questions et à interrogations dans l'entreprise. Tout le monde n'est pas au même niveau sur cette partie-là, alors que c'est une partie importante de la conception en projet collaboratif BIM. Formation donc du coup insuffisante puisque à partir d'un moment donné on comprend pas, on se dit qu'on n'est pas assez formé. C'est vrai que on est souvent et en France beaucoup formé aux outils, peut-être moins aux process et à la partie interopérabilité. Donc c'est d'ailleurs un des gros efforts que l'entreprise REF fait, c'est de pousser ces formations sur le process, l'interopérabilité, la compréhension des systèmes, des bases de données en IFC par exemple, comment on peut échanger, comment on peut comprendre les classes d'objets, les différentes propriétés, etc. Qu'on n'aille pas à la tête dans le vide, d'accord, sur cette partie-là. Et puis derrière, bien sûr, c'est toujours un frein, c'est le coût de la mise en œuvre, puisque aujourd'hui, les ingénieurs, mes projeteurs, etc., en gros, dans mon entreprise, comprennent bien la conception du bâtiment, mais cette partie-là, pour mettre en œuvre l'échange des données, le partage d'informations, etc., ça a toujours un coût parce qu'il y a de la réflexion, il y a peut-être des outils, des abonnements à mettre en place, etc., etc. Et ça, on peut considérer que c'est également un coût pour certaines, un frein pour certaines entreprises, des obstacles à lever. Collaboration, donc, sur les projets BIM actuels, si on prend la question comment évaluez-vous la collaboration entre les parties prenantes dans les projets BIM, elle est relativement bonne, puisque on s'aperçoit que entre bonne et moyenne, on a presque les 2/3. Donc, ça veut dire que les gens arrivent quand même à collaborer. Elle n'est pas excellente, d'accord? On n'a pas eu de réponse sur la partie excellente. Donc, bon, c'est normal, les gens se posent toujours quelques questions, mais on arrive à collaborer, d'accord? Surtout, une des questions qui nous est revenue, c'est sur les standards OpenBIM, d'accord? Ça, par contre, c'est essentiel, plus du tiers, voire utile, très utile, pour plus de la moitié, et on s'aperçoit qu'il y a une grande appétence, on va dire, sur la compréhension des standards OpenBIM pour pouvoir échanger facilement les informations dans le cadre d'un projet. Finalement, plus ce sera standard, plus on aura des facilités à échanger les données, plus les projets se dérouleront comme il faut et moins on perdra d'argent. Donc, grosso modo, c'est ces questions-là qu'on se pose. C'est dans l'entreprise. Sur l'enquête FSA. Alors, sur l'enquête FSA, on a beaucoup plus de questions. On va pas toutes les parcourir parce qu'il faudrait qu'on passe la journée dessus. Mais vous pouvez y avoir accès à ces résultats sur toutes les questions. On a notamment eu des parties sur l'intelligence artificielle ou sur le jumeau numérique qui ont été posées et là, on peut en échanger. Ça, c'est pour les utilisateurs l'on a interrogé, qui sont quand même des utilisateurs des outils, donc ont une connaissance, je dirais, approfondie de l'entreprise. Posons la question également à partir du rapport Design and Make sur la partie attente, on va dire, entre 2023 préoccupation et 2024. Et donc là, vous voyez apparaître, vous avez
un sondage qui apparaît. Vous pouvez répondre à la volée et comme ça, vous aurez tout de suite le résultat. Alors, si je reprends aujourd'hui la partie en 2023, ben, la préoccupation principale des entreprises était d'attirer, de former et de retenir les talents. D'accord? Ça, c'est normal. On était en plus après la sortie pendant le Covid et sortie post-Covid et puis d'ailleurs depuis un certain temps sur la rétention des talents, puisque les talents bougeaient assez facilement dès qu'on savait utiliser des produits qui œuvraient dans le BIM. On s'aperçoit que ça c'est toujours important en 2024, d'accord, mais c'est redescendu. Ce qui est remonté, c'est la partie maîtrise et gestion des coûts. Et ça, on le ressent vraiment auprès des entreprises. Et je dirais dans les bureaux d'études, dans le BIM, mais un peu de partout. On sent qu'aujourd'hui, la préoccupation des chefs d'entreprise est avant tout de maîtriser les coûts. Les coûts ont dérapé, les coûts sont importants et aujourd'hui, les boîtes cherchent à optimiser cette notion de coût. Donc, sera plus regardante sur l'utilisation des logiciels, quel logiciel je dois utiliser pour finalement faire une maquette ou un bout de maquette, pouvoir collaborer efficacement avec comment s'appelle les entreprises qui participent au projet et regarder au plus près cette notion de coût. Et là-dessus, bah, nous vous accompagnerons constamment pour bien valider que les ronds que vous mettez dans vos projets au niveau des outils et des compétences soient optimisés le plus possible, parce que on sait que c'est là où le bas va blesser. Après, bah, c'est toujours d'attirer et de retenir les talents, puisque quand j'ai un collaborateur qui part dans une entreprise, s'il avait un peu de connaissances dans un bureau d'études, et puis les bureaux d'études, c'est pas des bureaux d'études à 2000 personnes, une équipe c'est toujours relativement petit, bah, ce qui est important, c'est de retenir ces gens-là. On a payé, on les a formés, ils ont une certaine compétence, ils ont une connaissance du projet, les projets durent 2, 3, 4, 5 ans, donc c'est de les retenir, c'est ça qui est important, et c'est une préoccupation importante des entreprises, d'accord, mais qui est passée derrière la maîtrise des coûts. Innovation en matière de services et de produits, bien sûr, cette partie-là, elle est remontée, notamment avec l'effet IA, sur lequel, dans le bâtiment, on se pose quand même des questions sur l'utilisation et l'apport de l'intelligence artificielle dans le bâtiment. Alors, c'est certain, d'accord, aujourd'hui, je dirais quasiment tout le monde utilise. Donc, l'IA conversationnelle, beaucoup de gens utilisent l'IA conversationnelle tous les jours dans le cadre de son travail. Par contre, l'IA sur les outils de conception, la majeure partie des outils que vous utilisez, là, on se pose des questions. Comment ça va être intégré? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Sur quoi on va se reposer? Etc. Et là, RFSA travaille beaucoup là-dessus pour améliorer, je dirais, et apporter un certain nombre de connaissances sur comment ces outils sont intégrés et de comment cette technologie est intégrée dans les différents outils. Autodesk, d'ailleurs, travaille beaucoup sur cette partie-là. Donc voilà, en gros, les principales préoccupations des entreprises en 2023 et 2024. D'accord? Ce que l'on sait, de toute façon, c'est que cette partie préoccupation et entre le classement qui est les coûts, les talents et la technologie, c'est un tiercé de tête que l'on va retrouver en 2024, en 2025 et en 2026 certainement, puisqu'on vit quand même une crise qui est importante dans le bâtiment, qu'on n'a pas vu depuis un certain nombre d'années, qui laissera des marques, mais on passera cette crise-là comme les autres. Alors, c'est important, d'accord, toujours sur la partie talent, mais Jinsei reviendra dessus sur cette partie-là, je dirais d'acquérir donc l'acquisition des compétences est essentielle, d'accord, ça on le sait. Les entreprises adoptent des stratégies qui sont importantes et qui sont pluridimensionnelles pour résoudre les problèmes liés à la pénurie des talents. Ça, on le sait parce que aujourd'hui, c'est avec ça qu'on peut avancer. Perspective déclarée en comment ça s'appelle 2025, d'accord. C'est
essayer d'être prêt pour gérer les changements et les imprévus, puisqu'il y en a, hein, et de façon importante. Et puis, toujours, je dirais, améliorer la transformation numérique, toujours liée à la productivité pour baisser les coûts. En gros, on est toujours sur la même chose. Préoccupation sur la rétention des talents, elle est toujours importante. Elle sera un peu moindre puisque quand sur des marchés sur lesquels l'activité baisse, la recherche de talents, elle est un peu plus aisée, plus facile, hein, puisque il y a moins de postes disponibles. Donc, les gens ont tendance soit à moins bouger, soit à changer plus difficilement. Donc, c'est une préoccupation qui reste en tête, mais qui redescend un petit peu sur 2024 et qui va redescendre encore en 2025 et 2026. Souvent, dans ce que l'on a, c'est qu'on nous dit, l'IA est intégrée dans les entreprises. Alors, elle est intégrée, oui, pour la partie, je dirais, conversationnelle. Aujourd'hui, peu de gens ne l'utilisent pas, hein, entre copilote, ChatGPT, etc. Mais sur du conversationnel. Sur les outils, un peu moins, et sur les outils liés au bâtiment, un peu moins. D'accord, un peu moins, parce que la peinture n'est pas encore fraîche là-dessus. Ça vient, d'accord, mais c'est pas encore complètement d'actualité. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis ensuite, donc on continue sur la maîtrise et la gestion des coûts. Ce que l'on sait, d'accord, grosso modo, c'est que les principales préoccupations donc sont les coûts, le temps qu'il faut pour intégrer les nouveaux outils. Ce que les entreprises savent, d'accord, c'est que les outils, elles les ont. Elles les utilisent toujours, peut-être pas de façon le plus performante possible parce que manque de connaissances et d'intégration. Mais par contre, elles ont les outils, d'accord. Et donc, cette maîtrise gestion des coûts, ça sera la préoccupation la plus importante pour l'année 2024 et 2025 parce que c'est là-dessus que les entreprises veulent se focaliser. Investissement futur dans le secteur de l'AEC, d'accord, c'est des investissements toujours pour améliorer la productivité, la rentabilité. On va dire que c'est la rentabilité et la productivité, et en passant par la réduction des coûts. Sur quoi elles vont miser essentiellement? Sur l'aspect technologique et l'apport de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'espérance de ce côté-là. On sait qu'on y arrivera, mais on ne sait pas encore dans quel bout on va l'intégrer dans la partie outils. Mais il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui, ne serait-ce que chez Autodesk, qui intègrent une partie de technologie en intelligence artificielle. Voilà grosso modo sur les différentes études que nous avons faites auprès de vous. Alors il y a beaucoup plus d'informations qui peuvent vous être transmises. Il suffit de vous inscrire. Et puis la partie design make d'Autodesk. Voilà, je vais passer la main à mon ami Jinsei pour la partie plus en détail, d'accord, des solutions logicielles. Et je reste présent pour les réponses, les questions et les réponses en fin de webinaire. Je pense que la passation est bon. Jusque là, hein, c'est très intéressant. Alors moi, ce que je vais vous présenter, alors quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui chez Autodesk. Donc c'est toujours AOC Collection hein, qui inclut en fait des logiciels majeurs de CAO et de BIM, notamment Revit, Civil 3D et AutoCAD, ainsi qu'un environnement de données commun basé sur le cloud, Autodesk Codocs par exemple, afin que les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs, donc tout le monde, en fait, toutes les parties prenantes, puissent exécuter leurs projets de construction et de bâtiments et d'infrastructures avec un rendement efficace et de haute qualité. Donc, AOC Collection comprend un jeu hein, intégré de plein d'outils hein, de CAO et de BIM qui prennent en charge de la conception dès les premières étapes de la construction, et cela inclut des logiciels populaires comme je viens de vous citer, Revit, Autodesk Format, hein, ça je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà certainement, hein, mais Autodesk Format et AutoCAD, InfraWorks, Civil 3D, Autodesk Codocs et plus encore. Donc si vous voulez avoir plus d'informations en ce qui concerne des différents logiciels cités,
ainsi que d'autres solutions. Vous pouvez vous approcher de nous pour mieux comprendre la finalité de l'utilisation de chaque outil qui sont présentés dans AEC Collection. Donc, je vous donne un exemple d'un outil Autodesk Forma qui est une solution de cloud industriel qui va unifier en fait les workflows AEC entre les équipes qui conçoivent, construisent, exploitent les environnements construits. Donc, ils permettent aux données de circuler de manière fluide afin que les bons détails, les bons détails parviennent aux bonnes personnes. Voilà. Donc, il va révéler une meilleure compréhension des sites et de leur environnement en temps réel grâce à une analyse alimentée par l'intelligence artificielle pour les facteurs clés. Ensuite, le travail en silo entrave la communication et l'efficacité, ça on le sait, tout le monde le sait, et donc on a besoin de nous appuyer plus en plus en fait sur une collaboration sur cloud. Donc Autodesk Construction Cloud nous permet depuis un certain nombre d'années de transformation numérique des entreprises en favorisant la collaboration interne et en optimisant les processus pour un environnement de travail connecté, plus agile et innovant. Voilà. Donc aujourd'hui, non seulement pour la phase conception, Autodesk Construction Cloud, donc ACC, l'acronyme ACC, est une plateforme d'échange de fichiers de base qui contient une kyrielle de fonctionnalités avancées. Il nous connecte alors tous pour toutes les phases de construction et pour tout le cycle de vie d'un bâti et d'une construction. Donc en 2024, l'augmentation de l'utilisation du processus BIM en phase de construction a considérablement élevé. Par exemple, Autodesk Takeoff pour l'estimation de la phase de construction et Autodesk Build pour le suivi de chantier ont été bien un sujet important. Pour nous aussi, nous avons investi sur ces deux sujets-là, Autodesk Takeoff, Autodesk Build, parce que les dirigeants d'aujourd'hui sont bien conscients de l'importance de l'investissement sur ces services pour le travail collaboratif, voilà, au-delà de la conception. Ensuite, imaginons que vous avez bien installé et déployé les outils puissants tels que je viens de citer, AEC Collection et aussi justement ACC, justement pour augmenter la productivité et la rentabilité. Mais si vous imaginez qu'il n'y a pas de personnel qui arrive à les piloter et les exploiter, les utiliser, ça peut être compliqué, vous imaginez bien. Donc, l'importance de développer les talents, ça reste toujours une des préoccupations importantes, mais les entreprises manquent de ressources internes pour le faire. C'est vrai qu'il y a largement moins de pénurie des talents, mais les entreprises qui ont toujours des difficultés à déployer justement, de former leurs effectifs et de renforcer leurs compétences, mais voilà, donc ils ne savent toujours pas en fait comment procéder. Donc, vous pouvez voir qu'en Europe, il y a plus d'entreprises qui se considèrent qu'ils peuvent générer des formations, enfin des différentes formations en interne par rapport aux autres continents que vous voyez dans le globalité. Donc, vous voyez un peu plus en fait chez nous, en fait, l'Europe et puis au Moyen-Orient, qu'on a la capacité de former justement en interne. Mais néanmoins, en fait, s'il y a des gens qui géraient en fait les formations en interne sont partis, ils sont tout de suite bloqués et déboussolés. Ils savent pas comment gérer. Donc, ils comprennent l'importance d'externaliser, donc fidéliser un organisme de formation professionnel pour garantir justement le développement des talents en interne. Alors, donc là, il y a trois principales compétences qui sont demandées. Donc les compétences les plus recherchées dans le secteur architecture, ingénierie, construction et exploitation, opération, c'est-à-dire exploitation AECO. Donc la capacité à travailler de plus en plus avec l'intelligence artificielle est devenue la principale compétence numérique recherchée dans les années à venir. Voilà. Ensuite, deuxième place, la compétence en conception numérique. Et aussi, troisième place, la gestion numérique de projet. Donc, étant donné que l'évolution rapide des technologies dans ce domaine-là, les entreprises privilègent les compétences numériques lors des recrutements. Voilà. Les compétences en cybersécurité, conception numérique et l'intelligence artificielle, comme je viens de vous citer, seront particulièrement recherchées dans la course à la compétitivité, grâce aux technologies émergentes et aux talents qui les maîtrisent.
Donc, les entreprises intensifient leurs efforts de recrutement, voilà, qui diversifient aussi également leurs initiatives de formation et de développement des compétences. Donc, elles s'appuient sur des formations adaptées aux besoins et des formations à distance, donc les cours en ligne, et divers types d'apprentissage qui sont de plus en plus déployés pour un véritable succès et qui offrent une alternative aux cours classiques sur les logiciels. Voilà. Donc pour attirer un plus de large éventail de personnes qualifiées, les entreprises ont recours à d'autres moyens, en particulier des salaires et des avantages compétitifs, le télétravail ou encore la promotion de la diversité et de l'inclusion. Par rapport à notre retour EFSA, il y a un point qui est important, c'est le périmètre, la définition du périmètre de travail. Plus on a défini le périmètre de travail entre les différentes personnes, ils se sentent bien encadrés. Voilà, plus ils sont satisfaits de leur travail. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on a du mal à définir le périmètre de travail d'un coordinateur BIM, d'un projeteur BIM. Des projecteurs BIM qui doivent travailler une partie de travail des coordinateurs BIM à la fois une partie de travail de BIM manager et aussi justement, une partie de projeteur. Il est important de définir tout ça au niveau de l'entreprise pour la satisfaction de travail en fait des différents talents dans une entreprise. Donc, il est important aussi de déploiement des outils nécessaires pour le faire, justement, en même temps que justement des formations, parce qu'on reçoit de temps en temps, en fait, justement, les retours comme quoi les outils adaptés, les outils nécessaires ne sont toujours pas déployés pour les personnels. Alors qu'en France, comment ça se passe? La France est là à la 4e place en ce qui concerne le taux d'adoption par l'ensemble des acteurs en Europe. Donc, après, derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Pologne. Donc, pour progresser, il est nécessaire de soutenir davantage l'adoption du BIM et d'investir dans la formation et la mise en œuvre de ces technologies. Comme Frédéric qui vous a annoncé le niveau 2 de collaboration, tout ce qui est collaboratif, est adapté par rapport à la culture de travail justement en France. Mais ce que nous allons devoir viser en fait à l'avenir, c'est l'intégration numérique complète au BIM niveau 3, à l'aide de l'intégration des différents fichiers dans cloud et afin d'aller aisément en fait vers le jumeau numérique et l'utilisation d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus migrées ces technologies sur cloud. Donc, il va falloir soutenir la mise en œuvre de la dernière technologie. C'est une évidence et adopter une approche plurielle pour attirer les talents, d'accord? Tout ce qui est processus compris justement dans une entreprise et il faut pour cela investir dans les formations toujours. Ensuite, nous allons regarder la viabilité environnementale parce que la durabilité, c'est une priorité absolue, c'est un moteur de valeur ajouté des dirigeants du secteur AECO. Donc la durabilité, enfin les actions durables, c'est un moteur de valeur ajouté comme je viens de le dire. Donc 97% des entreprises qui prennent des mesures pour améliorer la durabilité contre justement 92% de l'année dernière, donc l'année 2023 pardon. Ce qui était vrai l'an dernier justement en 2023 était encore plus en fait 2024. Donc la durabilité est bénéfique pour le chiffre d'affaires tout simplement. Et la durabilité est bénéfique pour le chiffre d'affaires. Donc 67% des dirigeants et des experts affirment que la durabilité a un effet positif sur leurs activités, même à court terme. 88% d'entre eux estiment que la durabilité est avantageuse à long terme. Donc, il y a des différents points qui ont été évoqués pour l'amélioration de la durabilité, pour que l'action de la durabilité soit plus effective. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ensuite, utiliser plus de matériaux recyclés, réduire les déchets issus de la production et de la construction, et aussi d'investir dans les processus et des machines plus efficients énergétiquement. Donc, c'est un des sujets importants de l'année dernière, c'était de réduire l'empreinte carbone. Et ça va être toujours le cas en 2025, en 2026, et puis dans les années à venir, bien évidemment. Donc, l'optimisation de la capture de réalité, c'est un des points importants. Plutôt que de multiplier, en fait, les déplacements physiques sur le site du projet, donc l'utilisation de technologies de capture réalité
tels que les drones équipés de capteurs LIDAR, LIDAR, peut réduire considérablement les émissions de carbone, que les déplacements qui augmentent considérablement ces émissions. Donc les données collectées peuvent ensuite être utilisées pour élaborer des modèles numériques détaillés, évitant ainsi le besoin de visites répétées sur le site, parce que nous comprenons tout ce qui se passe en fait derrière les écrans au bureau. Ensuite, l'utilisation d'une plateforme collaborative en ligne. Donc, au lieu de réunir physiquement une équipe dispersée géographiquement, l'utilisation d'une plateforme telle que ACC, comme je vous ai présenté tout à l'heure, peut permettre à des membres d'équipe situés dans différents endroits de travailler ensemble efficacement. Voilà. Ensuite, suivi du chantier à distance avec des nuages de points. Donc, plutôt que d'effectuer des visites régulières sur le site pour surveiller l'avancement du chantier, un nuage de points 3D peuvent être utilisés pour créer des modèles numériques précis du site. Voilà. Donc, par exemple, un architecte peut utiliser un nuage de points mis à jour pour vérifier la conformité des travaux sur site par rapport au plan, sans avoir à se rendre physiquement sur le site chaque fois qu'un problème survient. Et l'utilisation des outils adaptés, tels que Navisworks ou d'autres outils. Pourquoi pas l'utilisation de Dynamo sur Revit, Dynamo sur Civil 3D pour contrôler les maquettes, contrôler la santé de la maquette et économiser. Donc, intégrer des outils adaptés dans le processus de conception permet de contrôler et suivre les maquettes numériques et de détecter des erreurs potentielles avant leur réalisation physique. Ça va permettre de réduire justement l'émission de manière considérable. Donc, c'est la preuve concrète de cette préoccupation importante, parce que nous aussi, nous avons pas mal travaillé sur ce sujet en 2024. Nous avons réalisé différents webinaires, nous avons créé aussi des articles et des livres blancs. Voilà. Donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé, ce que nous sommes penchés en fait sur ce sujet-là, n'hésitez pas à regarder sur le replay. Donc, il y a un lien qui est marqué pour visualiser en fait tous ces différents sujets liés à la durabilité, c'est-à-dire concevoir des infrastructures responsables, limiter l'empreinte carbone, et puis bien mener un projet de rénovation. Voilà, c'est un point important. Et les études de faisabilité, la préconception facilitée avec Autodesk Forma. Ensuite, nous allons passer au chapitre suivant, progrès technologique. Et je nous rappelle que vous pouvez poser les différentes questions en fait lors de cette présentation dans le groupe questions de votre application GoToMeeting. En tout cas, en ce qui concerne le progrès technologique, nous allons regarder automatisation de données, et l'adoption intelligence artificielle, et jumeaux numériques, et aussi également tout ce qui est numérisation, transformation numérique. Donc, un exemple d'une automatisation de conception est un outil Autodesk Forma, qui lui existe déjà et qui permet, dans les phases en amont d'un projet, d'analyser un projet dans son contexte avec des analyses d'ensoleillement, de carbone embarqué et de microclimat, des nuisances sonores, le vent, etc., etc. Donc, cet outil qui vous fait gagner en fait un temps énorme dans les premières esquisses et aussi dans d'autres phasages. Donc, vous pouvez voir que ces exemples d'automatisation de données, grosso modo, vous pouvez être équipé de plusieurs logiciels de simulation différentes. Voilà, pour le confort thermique et aussi le vent et air, et aussi tout ce qui est microclimat et y compris en fait les carbones embarqués. Mais tout est concaténé dans Autodesk Forma. C'est ça à comprendre justement l'intérêt de l'utilisation Autodesk Forma. Voilà, il est toujours justement important de vous rappeler que Autodesk Forma qui fait partie dans la OC Collection. Donc, Autodesk Forma, ça peut être limité, mais vous pouvez vous appuyer sur des différents plugins pour Autodesk Forma, ainsi que voilà les scripts Dynamo, bien évidemment, ça peut renforcer justement l'intelligence de cet outil. Sinon, voilà, AutoCAD, qui connaît pas vous justement AutoCAD entre nous, voilà, il y a des développements, par exemple le placement des blocs, qui fait gagner un temps précieux en réduisant le nombre de clics. D'accord. Et aussi, il y a reconnaissance des formes
Donc l'intelligence artificielle, une sorte d'intelligence artificielle qui reconnaît en fait des différents textes, des différents symboles, hein, de manière à ce que vous pouvez, comme on dit, numériser en fait des différentes notes que vous aurez fait à main levée, mais en PDF, pour que en fait tout peut être justement concaténé en fait dans votre base de données numérique. Donc par exemple, il y a il y a markup que nous avons rajouté dans PDF. Vous allez voir que on fait reconnaître tout ce qui est style, la police, etc., de manière à ce que les textes se basculent en texte justement AutoCAD. Pareil, en fait, tout ce que vous avez marqué à main levée, hein, il peut reconnaître justement ces formes-là, de manière à ce que ce soit numérisé dans AutoCAD. Donc, il faut exploiter tous ces développements, hein. Et aussi, justement, un autre exemple d'automatisation et l'intégration d'intelligence artificielle dans AutoCAD. Donc, rechercher et convertir. Donc, vous pouvez rechercher rapidement le dessin des objets et à convertir en instance de nouveaux blocs dynamiques. Donc, ces blocs récemment qui sont utilisés ou de blocs dans votre bibliothèque grâce à Autodesk AutoCAD intelligence artificielle. Donc, les différents dessins que AutoCAD qui a reconnu, vous pouvez rendre en tant que bloc dynamique concret. Aussi, il y a les détections d'objets possibles. Hein. Donc, même s'il ne s'agit pas des différents blocs, hein, vous avez dessiné hein, sans avoir créé des différents blocs dynamiques auparavant, vous pouvez lancer justement cette détection d'objets, donc qui permet de rechercher en fait dans tous les dessins des groupes d'entités qui pourraient être convertis en blocs, voilà, à l'aide d'Autodesk Intelligence Artificielle. Donc vous allez voir que il trouve en fait des dessins similaires, mais c'est à vous de filtrer de manière à ce que en fait cette intelligence artificielle qui apprenne à mieux reconnaître, mieux détecter en fait des objets au fil du temps. Quand vous voyez que s'il y a un dessin qui a été détecté qui n'est pas entièrement correct, dans ce cas-ci, vous pouvez reporter l'erreur. Plus vous allez travailler avec ce genre d'intelligence artificielle, plus il va être intelligent. C'est vraiment une véritable automatisation et l'intégration d'intelligence artificielle que dans le logiciel que vous utilisez tous les jours, AutoCAD. Alors, en ce qui concerne des différents types de formats, hein, 2D et 3D prise en charge dans Autodesk Construction Cloud, voilà, je vous ai listé en fait ce tableau. C'est pour vous dire que il prend en charge de tous les types de fichiers que vous utilisez quotidiennement. Voilà. Alors ACC, donc BIM Collaborate, hein, donc c'est un service qui est extrêmement intéressant, inclus dans ACC, donc qui donne en fait aux experts de BIM les moyens d'accroître la transparence dans la gestion des risques et de faciliter une collaboration plus efficace en matière de conception. Dans la phase de conception, vous pouvez justement les utiliser BIM Collaborate, qui comprend design collaboration, certains d'entre vous utilisez, ou modèle coordination pour clash détective en fait intégré dans ACC. Et ACC Takeoff permet aux estimateurs de réaliser les devis 2D hein, ou 3D plus précis. Voilà, hein, pour la préconception. Et puis ACC Build est donné qui permet de donner en fait aux constructeurs une solution d'exécution sur le terrain et de gestion de projet pour collaborer de manière transparente et livrer les projets de construction dans le respect des délais et du budget. En fait, dans ACC là, il y a plus en plus d'intelligence artificielle qui sont intégrées. Par exemple, le balise automatique de photos. Hein. Donc, vous savez combien de photos qu'on va devoir de gérer dans la phase de construction. Donc, parfois des milliers, voire dizaines de milliers de photos à gérer. Donc, comment nous pouvons gérer tout ça? C'est pas une tâche simple. Parfois, c'est une tâche impossible humainement à faire manuellement, quoi. Parce qu'en fait, les photos continuent d'affluer en fait sur le site. Voilà, donc il y a une balise automatique de photos est possible, c'est-à-dire la classification automatique des différentes photos avec des différentes automatisations de classification et catégories des objets. Voilà, la balise personnalisée sont toujours disponibles. Vous pouvez garder justement le contrôle là-dessus. Justement, en take-off, pendant des années, les économistes ont préféré faire des estimations sur papier à l'aide de plans et de feuilles de calcul 2D. Donc, c'est les premiers outils de décollage numérique hein,
qui n'ont pas rendu ce processus suffisamment efficace pour rendre la transition numérique justement attrayante. Mais désormais, au lieu qu'un utilisateur ait à sélectionner et à compter manuellement tous les symboles, Autodesk Takeoff peut automatiquement trouver tous les symboles similaires. Voilà, c'est comme reconnaissance des différents symboles qu'on vient de voir sur AutoCAD. Ça fait pareil justement sur Takeoff pour que en fait les économistes gardent le contrôle, mais comme si un assistant justement de la machine qui faisait le travail répétitif et banal qu'il peut réviser et modifier si nécessaire. Voilà, donc il y a beaucoup de risques à gérer parce que les risques détectés justement en cours, c'est le coût qui est associé. Risques liés à la conception, risques externes, risques environnementaux, risques organisationnels, etc., etc. Donc construction IQ et toute fonctionnalité intégrée qui apprend qui est apprenant d'ailleurs comme intelligence artificielle, qui analyse automatiquement les différentes données collectées et stockées dans la plateforme ACC, afin d'identifier les risques qui permettent d'anticiper justement à gérer justement ces risques-là. Donc tout ça, c'était dans Autodesk Construction Cloud. Alors depuis des années qu'on parle souvent en fait de jumeaux numériques, qui n'est pas égal au BIM. Donc alors que justement chez Autodesk, il propose en fait une solution très puissante qui s'appelle Autodesk Tandem. Qui offre justement de ce fait que ce n'est pas un concept dont on parle, le jumeau numérique, c'est vraiment quelque chose qui est concret qu'on commence à voir grâce à cet outil. Récupération des données des BIM, après on spécifie les exigences en matière d'utilisation d'informations pour la phase d'exploitation et autres. Et c'est vraiment à savoir que Autodesk Tandem, il ne gère pas tous les niveaux de jumeau numérique parce qu'il y a 5 niveaux différents. Descriptif, informatif et prédictif complet autonome. Donc, on n'y est pas encore à partir de prédictif, on vous le dit très clairement, d'accord, Autodesk Tandem qui répond tout ce qui est maturité de jumeaux numériques. Descriptif, c'est-à-dire que, comme dans le BIM, c'est similaire, mais qui permet de décrire en fait tous les actifs, toutes les installations d'équipements et les espaces et les systèmes voilà, à partir des données de conception et de la construction. Mais on commence à installer des différents objets numériques, des différents objets d'installation sur site, des différents capteurs, de ce fait que vous commencez à simuler et puis contrôler justement à distance. Voilà, Autodesk Tandem qui va jusque informatif aujourd'hui. Voilà. Les types de fichiers qui sont pris en charge, ce sera Revit, IFC et DWG et puis NWC de Navisworks. Pour l'instant, c'est bêta, DWG, justement Navisworks, mais ça ne va pas tarder à l'utilisation de ces fichiers majeurs pour faire intégrer justement dans Autodesk Tandem. Donc, dans Autodesk Tandem, vous pouvez importer des fichiers RVT, DWG, IFC, NWC, avec les versions bêta comme je vous ai dit, les projets mis à disposition et aussi dans Autodesk Docs peuvent être intégrés en quelques clics dans Autodesk Tandem. Une fois que le projet qui est intégré, outil filtre qui vous facilite de la visualisation et puis l'analyse des projets grâce à la classification d'objets automatiques. Donc la palette de propriétés, voilà, qui vous permettra de voir et de consulter les informations et les données utiles pour la phase d'exploitation d'objets. Donc la classification, donc il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont dans Jumeaux numérique bien sûr, et comme vous voyez la classification d'objets nous fait de sorte que en fait les objets soient listés par catégorie, par classification en fait dans Jumeaux numérique, une sorte de carnet d'objets 3D que vous voyez se génère facilement et ce qui va vous donner une visibilité importante sur la quantification et d'autres aspects d'objets d'installation. Vous pouvez aussi classer les objets par niveau, par zone, donc vous aurez le nombre et aussi la nature d'objets d'installation par zone. Ce qui est intéressant avec Autodesk Tandem, ce sont des tableaux d'objets d'installation, comme les nomenclatures quantités dans un projet Revit, qui vous permet d'accéder aux objets numériques de votre jumeau très facilement. Ces tableaux sont personnalisables, bien sûr, et vous pouvez intégrer les paramètres, c'est-à-dire les colonnes, pour une meilleure lecture de données d'objets de votre jumeau numérique.
Pour les objets numériques de la phase d'exploitation, vous aurez besoin de rajouter des pièces jointes et des références afin de, comme on dit, enfin, détailler et de spécifier les données et des informations de chaque objet. Donc, vous pouvez donc, dans Autodesk Tandem, importer les fichiers tels que docs, PPT, Excel, PDF, JPEG et PNG, etc. Voilà. Donc, au-delà de ces jumeaux numériques descriptifs, Autodesk Tandem se penche en fait vers les jumeaux numériques informatifs, c'est-à-dire d'ajouter de données opérationnelles, justement opérationnelles et de capteurs aux jumeaux, ce qui fait une seule justement interface. Et donc vous pouvez attendez juste un instant, je vais reprendre la vidéo. Donc vous pourrez maintenant simuler, surveiller à travers les objets numériques d'installation qui permettent de surveiller par exemple la température des différentes installations et par exemple la vibration, et des autres peuvent être contrôlés grâce aux des différentes informations cumulées dans Autodesk Tandem dans le temps. Et aussi l'adoption de l'intelligence artificielle de discussion, donc le type copilote, le type ChatGPT, qui sont intégrés dans ACC. Voilà, ils sont en version bêta pour l'instant, qui s'appelle intelligence artificielle assistant. Donc ça reste en tant qu'un assistant. Donc par rapport énormément de fichiers que vous allez concaténer dans Autodesk Docs, parce qu'aujourd'hui, donc en fait, l'utilisation Autodesk Docs qui substitue l'utilisation des serveurs, d'accord, même y compris en fait tout ce qui est correspondance, c'est-à-dire les envois des mails ou des différentes photos, les vidéos que vous mettez à disposition. Voilà, toutes sortes de fichiers là, c'est l'intelligence artificielle assistant qui va vous permettre de chercher. Par exemple, si vous faites une demande de données de la gestion de projet. Donc, ce qui est extrêmement important dans le BIM, qui était toujours le cas depuis 10 ans, l'importance de règles de nommage des fichiers afin de les retrouver facilement. Comme on est dans un monde numérique, il y a d'innombrables de fichiers numériques à traiter. Mais au-delà de justement ce processus, c'est toujours important. Au-delà de ça, vous pouvez éventuellement détecter une des valeurs spécifiques particulières des dossiers. Donc malgré en fait de votre travail rigoureuse sur les règles de nommage, on a parfois besoin de faire la demande sur la machine des données pour la meilleure gestion de projet. Par exemple, dans Word, il y a une information qu'on va devoir chercher, mais le titre d'un document Word serait limité. Dans le formulaire, dans les mails que vous échangez, il y a un nombre conséquent quand même, et aussi les photos et les vidéos, tout ce qui est la gestion de la réunion, des plannings, des assets, autrement dit, tout ce qui est objet d'installation, avec toutes les pièces et les références jointes, et la gestion des membres compris. Voilà. Je vois que ma partie est finie, donc il y a enfin encore d'autres choses que j'aurais aimé vous présenter, mais le temps est imparti, donc nous allons passer maintenant à la phase questions-réponses. Questions-réponses, oui. Alors, question de Jean-Luc. Jean-Luc, bonjour à tous. À quel point la qualité de collaboration est tributaire de la qualité de la plateforme d'échange? Alors, à quel point la qualité de collaboration est tributaire de la qualité de la plateforme d'échange? Dans tous les cas, donc de ce que je comprends, moi, après Jinsei pourra compléter, mais de ce que je comprends, est-ce que la plateforme d'échange, si finalement j'ai une plateforme d'échange qui est pourrie, est-ce que je vais avoir une qualité de collaboration qui est pourrie également? Ou si elle est très bonne, est-ce que la qualité sera très bonne? De toute façon, c'est les deux finalement. Il faut que la plateforme soit de qualité, et Autodesk pour ça est une plateforme qui tient la route, comme beaucoup de plateformes, mais celle-ci tient la route, notamment dans l'intégration des produits, directement des produits comme Revit, Civil, Plant, etc., pour pouvoir collaborer, ou les interfaces. Mais c'est certain que ce qui fait également la qualité, c'est les acteurs qui vont l'utiliser. C'est comme tout système. Si le système est mal utilisé ou mal complété, les données qui sont à l'intérieur sont de moindre qualité et finalement
on les utilise moins. Et ça, on l'a vu depuis une quinzaine d'années, pas spécialement dans la partie collaboration, mais dans tous les produits numériques qui sont arrivés. Bah, quelquefois, c'est des produits qui arrivent dans vos entreprises. On vous dit, bah, c'est des produits qui vont permettre de faire papa-maman, d'aller mieux, mais finalement, si on les remplit mal, bah, ça marche pas bien et finalement, personne les utilise ou ont des solutions parallèles pour avoir l'information. Donc oui, là, mais aujourd'hui, chez Autodesk, les produits sont quand même de bonne qualité. Question de William. La maîtrise des coûts liés au travail BIM en entreprise n'est-il pas principalement liée justement à la captation des talents compétents BIM métier bâtiment? La maîtrise des coûts liés au travail BIM en entreprise n'est-il pas principalement liée à la captation des talents compétents BIM métier bâtiment? Oui, Jinsei, tu veux peut-être répondre Oui, là-dessus? je suis d'accord avec ça. Quelque part, en fait, la maîtrise de coût, ça couvre différents aspects que qu'on vient de vous citer. Effectivement, à un moment donné, on vous a expliqué que l'importance d'interopérabilité et aussi savoir utiliser des différents outils développés qui sont de qualité plus en plus, hein. C'est que, en fait, si les personnels n'arrivent pas à utiliser les différents outils convenablement et qui connaissent aussi le processus BIM et qui connaissent aussi les métiers, voilà, c'est extrêmement compliqué à gérer justement l'interopérabilité justement, enfin, justement dans une entreprise. Parce que c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire que si plus l'interopérabilité qui est claire entre les différents parties prenantes, enfin justement en interne, y compris les responsables et les dirigeants, plus en fait vous allez pouvoir gagner du temps. En fait, le temps que l'on perd, c'est à cause de cette manque d'information, une perte d'information entre les différents acteurs. Donc le fait de bien connaître les différents outils et le processus accompagné, ça va vous permettre de gagner du temps et de réduire justement le coût associé. Tout à fait. Oui. Et penser quand même à conserver dans les entreprises que les talents et les équipes restent le plus solides et possible, sans qu'il y ait trop de mouvement, parce qu'un projet de bâtiment dure quand même longtemps. Un projet ça dure pas 3 semaines, ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années, et réécrire l'histoire à chaque fois est toujours compliqué avec des nouveaux acteurs. Donc ça, c'est l'effort des entreprises à faire, mais d'essayer de conserver les équipes solides et soudées. Question de Philémon. Alors, l'adoption du BIM par les différentes organisations n'est pas facilitée en premier lieu par la décision politique. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La partie, nous, en France, on n'a pas l'orientation BIM, elle est laissée finalement au libre choix des donneurs d'ordre, hein, si on veut l'adopter ou pas. Alors c'est vrai qu'il y a des critères financiers qui font que dans certains cas c'est obligatoire. Le BIM en général est intégré par le secteur privé, ça c'est sûr et certain pour les grands projets, parce que derrière on y retrouve un intérêt en exploitation et en maintenance. Euh, Quelquefois, et c'est vrai, mais un peu moins maintenant, des préconisations BIM étaient données, enfin, on demandait à ce que des projets soient suivis en BIM, mais finalement, il y avait peu de gens derrière pour exploiter les informations, voire ne serait-ce que collecter et valider les données, hein, donc les bureaux d'études, la maîtrise d'œuvre se cassaient la tête pour monter des maquettes BIM, mais finalement derrière personne ne les exploitait. Je l'ai vu de mes propres yeux, ça. Donc ça change quand même, hein. On sent que les maîtrises euh, d'ouvrage sont quand même plus solides là-dessus. À partir du moment où elles demandent des projets en BIM, bah, c'est qu'elles vont l'utiliser. Question de Vladimir, les outils. Alors, question dans est-ce que le LISP peut être considéré comme un langage IA basique? Bonne question, ça. Le LISP, c'est un langage de développement informatique, c'est celui qu'on retrouve dans AutoCAD. C'est un langage quand même assez performant, hein, notamment dans la je dirais, la concaténation de la fonction qui permet d'écrire finalement des fonctions complexes avec assez peu d'itérations. Le Lisp, on a développé quand même pendant beaucoup d'années avec ça. Est-ce que c'est est-ce qu'aujourd'hui on a alors attendez, la question je l'ai perdue. Est-ce que c'est considéré comme un langage d'intelligence artificielle? Bonne question. Faut pas y répondre comme ça
à l'instant T. Question de Vladimir, les outils IA que vous avez montrés pour les blocs dynamiques reconnaissance sur AutoCAD sont externes ou déjà inclus sur le logiciel? C'est déjà inclus dans le Déjà logiciel. inclus. Ouais, c'est C'est déjà pour la télé. inclus. Une autre question de René, est-ce que les applications BIM incorporent le langage Lisp? Non, non, pas toutes. Alors, est-ce que certaines, à partir du moment où le Lisp est quand même très lié à AutoCAD aujourd'hui, enfin sur la partie Autodesk, donc on va dire oui et non. Est-ce que les applications BIM incorporent? Est-ce que AutoCAD est une application BIM? Oui et non, ça dépend de l'usage, ça dépend de comment on va l'utiliser. On peut aujourd'hui faire un projet avec le noyau AutoCAD complètement full BIM. C'est possible, puisque, allez, je vais dire, en pouce, on utilise AutoCAD Architecture ou n'importe quel autre produit qui est à base de noyau AutoCAD, et on crée des objets. Ces objets, on a la passerelle IFC qui est associée. Bah oui, on va dire que je travaille en BIM. Je peux faire un projet au même titre que je le ferai avec Revit, je le ferai avec AutoCAD Architecture. AutoCAD architecture, un peu plus complexe à manipuler, c'est un éléphant, je vais dire, par rapport à BIM, par rapport à Revit, mais je suis capable de le faire. Plus complexe, avec une préparation un peu plus solide. Mais oui, c'est possible. Voilà, je me permets de nous rappeler que en fait, le BIM s'appuie sur trois piliers importants. Premier, c'est outils, bien sûr. Outils qui sont plus conçus pour la réalisation plus facile, enfin pour la conception BIM, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est matériel informatique adapté pour la réalisation des projets BIM. Et puis troisième, qui est peut-être à prendre en considération justement, enfin, l'année 2025, ça c'est processus BIM avec tout ce qui est cahier des charges, les chartes BIM, le respect de tout ce qui est protocole BIM, justement ainsi que les chartes. Bien évidemment, l'outil que vous pouvez utiliser qui a un nombre de solutions divergentes, ça fait partie de l'amélioration de votre activité en BIM, mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc c'est vous qui définissez en vous appuyant sur la processus BIM les outils adaptés, dont Revit et AutoCAD, par exemple. Question, quelles sont les formations BIM proposées? Là, je vous invite à aller sur les catalogues de formation, notamment celui que l'on diffuse, qui est important, qui est le plus gros catalogue de formation BIM en France, et sur lequel vous verrez un peu le panel de formations qu'il peut y avoir. Alors, ensuite, est-ce qu'il existe, dernière question, est-ce qu'il existe un plugin d'intelligence artificielle s'intégrant sur Revit? Alors, il y a un plugin comme ça, je peux, Revit va intégrer de l'intelligence artificielle. JC, on est d'accord. Eh oui. Euh, Revit, de toute façon, Autodesk intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans son produit phare, c'est certain. Est-ce qu'il y a des plugins qui permettent de s'intégrer dans Revit? Je dirais aujourd'hui opérationnels, non, mais qui vont arriver, oui, certainement. D'accord? Parce qu'on le Alors, voit, nous. moi, ce que je vous conseille de considérer cet outil Revit, c'est une porte de renseignement des données d'information d'entrée pour l'utilisation des différents outils qui s'appuient plus en plus en fait sur l'intelligence artificielle. Donc, à un moment donné, Revit, voilà, n'oubliez pas, c'est le noyau de votre travail, entre guillemets, manuel. Donc, moi, ça m'étonnerait qu'on va développer les plugins pour que Revit travaille tout seul, hein, parce que c'est Revit qui vous permet de rentrer des données d'information de votre part, hein, en tant que les données d'entrée, afin que derrière, les machines et l'intelligence artificielle travaillent dans d'autres workflows. Oui, après, n'oubliez pas que Revit s'interface quand même avec des solutions importantes de gestion et s'interface très bien et que c'est peut-être dans ces solutions, je pense aux solutions Microsoft notamment, avec Power BI, et qui permettent d'aller rechercher et travailler des données qui sont issues de Revit pour pouvoir ensuite être interopérable avec Revit. Ça, c'est certain, aujourd'hui, ça tourne, ça. Voilà, on va terminer les questions. Il y a encore quelques questions, mais on essaiera d'y répondre dans un prochain webinaire, parce que bon, je vois l'heure qui défile et on vous a promis d'arrêter à midi, or il est midi 8.
Donc j'espère que ce webinaire vous a intéressé. On va passer donc aux slides suivantes. Alors c'est tout qui projette là. Ah, Moi, je te laisse passer à la slide suivante. Voilà, donc là, n'hésitez pas à aller sur le catalogue de formation, notamment pour la question qui a été posée tout à l'heure. Vous avez le catalogue 2024 et 2025 qui sera bientôt disponible, avec beaucoup de formations et de nouvelles formations qui vont être intégrées sur des produits qui sont plus avancés et différents. On verra ça un peu plus tard. Vous avez, on va passer la slide. Alors, n'oubliez pas que les formations chez nous sont toutes, enfin, il y a un gros accompagnement là-dessus. Les livres blancs, donc vous avez des livres blancs qui sortent régulièrement sur nos réflexions, sur le retour que l'on a de nos stagiaires, des entreprises avec lesquelles on travaille, sur les points qui peuvent être améliorants, qui vous permettent de progresser dans vos connaissances, que ce soit à titre individuel ou de l'entreprise. Ces livres blancs sont la plupart du temps sont gratuits, je dirais. Donc n'hésitez pas, ils sont en français. N'hésitez pas à les télécharger, à les lire et à nous faire des remarques d'ailleurs. Ça nous fait toujours plaisir. On va passer à la slide suivante. Donc série de webinaires, c'est quand même notre travail, ça, de vous informer. Donc des webinaires, il y en a un prochain qui est sur la réussite des projets de construction avec ACC, donc qui aura lieu le 23 janvier. D'autres webinaires, vous pouvez voir également tous les replays de tous nos webinaires depuis des années et des années. Donc il y en a qui ont beaucoup de succès, c'est intéressant. Donc notamment, il y a des webinaires en 2024 qui ont été plébiscités, comme les nouveautés 2025, architecture, structure et infrastructure. N'hésitez pas à y aller. C'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a, ces informations pour vous. On va passer à la slide suivante. Et donc, le webinaire est terminé. Donc, on vous remercie avec Jinsei. Jinsei, je te laisse la parole. Moi, je vous remercie de votre participation déjà. pareil, je vous remercie de votre participation et merci pour vos questions pertinentes comme d'habitude. Et aussi, je tiens à vous remercier, par exemple, de tous ceux qui ont répondu justement à nos sondages avant justement ce webinaire et aussi également durant ce webinaire. Et à très bientôt. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.